Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire de Femmes et Santé. Je suis Daniela, la modératrice technique. Je suis en train de attribuer les rôles de panélistes aux collègues qui vont parler pendant le webinaire. On va commencer d'ici quelques minutes. Bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. On va gentiment démarrer en accueillant les personnes qui arriveront par la suite, sans problème. Donc merci à tous et à toutes de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire. Euh, ouais, on va y aller. Du coup, voilà. Donc, je me présente. Je m'appelle Julia Declercq, je suis sage-femme et je travaille pour Femmes et Santé, qui est une association de promotion à la santé qui parle des questions de genre et des inégalités de genre en santé. Et donc, je fais partie de l'équipe qui a co-organisé ce webinaire et qui a participé au projet qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, ce webinaire est organisé, comme je le disais, par Femmes et Santé, entre autres, mais aussi par la plateforme citoyenne pour une naissance respectée et l'ASBL Garance, qui ont donc travaillé ensemble sur ce projet qui, comme vous le voyez, s'appelle Je vois, j'agis, intervenir en témoin de violences obstétricales. Et donc aujourd'hui, c'est le jour de lancement de ce grand projet qui s'est élaboré pendant plusieurs mois, voire années, et qui se compose de deux parties qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc on a, excusez-moi, on a en première partie le manuel qui a sollicité la participation de plusieurs expertes et experts du domaine de la périnatalité. Et enfin, la formation qui en découle, qui est destinée aux professionnels du secteur. Et donc, on est réunis ensemble aujourd'hui avec toute une série d'intervenantes et d'intervenants qui ont pris part à ce processus et qu'on va vous présenter par la suite plus en détail. Et également une équipe technique qui va assurer le bon déroulement du webinaire, dont vous voyez les noms affichés ici. Donc, ne vous étonnez pas, voilà, si vous les voyez s'afficher par la suite aussi.
Vous pourrez poser vos questions, donc pour les aspects techniques, vous pourrez poser vos questions dans le chat de ce webinaire tout au long de la séance. Et notre collègue Elena va se charger de les collecter, ou en tout cas de faire de son maximum pour être représentative, parce que vous êtes quelques-uns et quelques-unes. Et on pourra y répondre donc à la fin du webinaire. Et pour votre information, ce webinaire est enregistré, puisque comme ça, il pourra être accessible pour les personnes qui ne sont pas présentes. Et voilà tout pour cette introduction. Je vais maintenant céder la parole à ma collègue Charlotte Verdun qui va lancer la présentation et nous parler un petit peu de la genèse de ce projet. Ton micro, Charlotte. Merci à tous et à toutes d'être présentes aujourd'hui. Merci à Julia pour ton introduction. Donc, pour commencer, je vais peut-être tout simplement introduire les personnes en fait qui vont intervenir aujourd'hui dans ce webinaire. Et donc, dans le slide suivant, on verra donc les noms des personnes et je vais commencer par présenter des personnes qui interviendront au sujet du manuel. Voilà, donc on a Charline Marbet, qui est donc médecine généraliste et experte en questions de genre, doctorante FNRS. On a Dorothée Van Avermaet, qui est experte violence basée sur le genre, formatrice en prévention primaire et en flag system, chez Garance notamment. Hélène Sinan, qui est sage-femme et qui est aussi en train de terminer son master en santé globale maternelle. Svetlana Sholokova, chargée d'études à l'AMC. Et puis ensuite, nous aurons le plaisir d'accueillir pour la table ronde une série de professionnels, dont Alice Van Dormal, qui est donc sage-femme à Saint-Pierre, et je pense responsable, tu préciseras Alice, au niveau du service de la maternité. Céline Mato, qui est aussi sage-femme et enseignante à la Haute École Vinci. Charlotte de Gélas, obstétricienne à Saint-Pierre. Charlotte Verdun, dont je vais me présenter juste après. Et Léa Leleu, qui est étudiante en médecine. Marie Kirsch, c'est mal orthographié, pardon Marie, donc il faut inverser le I et le R. Marie Kirsch, qui est psychologue en périnatalité à Saint-Luc. Et Stephen O'Brien, qui est médecin généraliste et qui pratique des avortements au planning de Rochefort. Stephen est aussi formateur et il travaille déjà avec le Flag System depuis un moment, notamment avec les équipes. Il nous en parlera tout à l'heure. Donc, en ce qui me concerne, je suis coordinatrice de projet pour la plateforme citoyenne pour une naissance respectée et je coordonne également la coalition Genre et Santé qui rassemble plusieurs organisations de la société civile autour de la question des violences gynécologiques et obstétricales. Alors, pour commencer et entrer dans le vif du sujet, le projet Je vois, j'agis s'inscrit dans une dynamique plus large qui est celle évidemment, donc oui, tu peux déjà tourner, voilà, au slide suivant, qui est celui évidemment d'un contexte plus large dans lequel il y a un mouvement de reconnaissance et de prévention des violences gynécologiques et obstétricales. Ça se passe à l'international depuis déjà presque 20 ans et ça se passe en Belgique de manière un peu plus concrète à partir des années 2013. En 2018, il y a un congrès sur ce sujet et c'est là où il va y avoir la petite graine à la genèse justement du projet qui va émerger. On vous en parlera tout à l'heure avec une de nos autres intervenantes. Il y a aussi notamment des travaux qui commencent. Donc en 2020 déjà, le Sénat s'intéresse à cette question et en 2024, un rapport est approuvé concernant ces questions de violence gynécologique obstétricale. Il y a une enquête, une première enquête qui a été établie en 2020 sur la manière dont les femmes vivent leur accouchement et qui donne aussi des données concrètes en fait par rapport à ce vécu et à l'écart entre ce qu'on considère comme un accouchement, un bon accouchement et ce qui a été vécu par les femmes et les personnes concernées. Ensuite, à partir de 2023, il y a des financements qui sont consacrés à cette question. Une première formation dédiée à la prévention des violences obstétricales en 2023. Et puis en 2024, un financement est accordé pour ce projet qui avait déjà été imaginé en 2018, mais en 2024, on peut concrètement commencer le projet avec trois partenaires. Donc c'est la plateforme citoyenne pour une naissance respectée, Garance et Femmes et Santé.
Alors, je vais vous parler un petit peu du besoin et de la demande, en fait, donc par rapport à laquelle ce projet a émergé. Euh, c'est une réalité, en fait, qui est mise en évidence déjà dans ce rapport du Sénat. Donc, dans le slide suivant, on peut lire tout un texte que je ne vais pas vous résumer, mais vous pouvez, si vous voulez, le parcourir. Ce qui est mis en évidence, c'est que les soignants aussi sont affectés, en fait, par toutes ces pratiques dont ils sont témoins et qu'ils jugent inappropriées et auxquelles parfois ils sont contraints de participer sans pouvoir intervenir. Et donc cette question en fait de la bonne santé au travail en fait des soignants se conjugue étroitement avec la santé des femmes évidemment. Et ça, ce sont des mots que je reprends de Claudine Schalk, qui est une chercheuse qui travaille beaucoup sur ce sujet. Ce que nous, on entend et ce qu'on a pu entendre donc, pendant le processus qui a mené à l'élaboration de ces outils, c'est que le personnel voit des choses, mais qu'ils ne savent pas comment réagir. Voilà. Et donc, c'est suite à ce constat, à ce besoin, que nous avons souhaité proposer un projet. Voilà, c'est ce besoin, ces besoins-là qui nous ont conduits à travailler sur ces questions. Alors, pour suivre, les objectifs sont évidemment multiples, mais notre but principal, c'est de permettre aux divers publics concernés, soignants y compris, de pouvoir aborder ce sujet de manière décloisonnée et constructive. Nous observons qu'il y a vraiment un manque d'espaces d'échange et notamment des espaces qui intègrent une dimension pluridisciplinaire. Ils sont bien trop nombreux, bien assez peu nombreux. Il nous semble essentiel de permettre aux usagères aussi de participer à ces réflexions. Pour pour apporter des réponses pertinentes à cette problématique, il nous semble aussi important d'aborder sa dimension institutionnelle et systémique. Et c'est ce que nous verrons tout de suite avec Svetlana, euh, Charline et Hélène, voilà, qui aborderont cette partie qui a été développée dans la partie théorique du manuel. Concrètement, il s'agit de co-construire des pistes d'action à la fois individuelles et collectives à partir d'une grille d'analyse commune. C'est ce que nous proposons de faire, notamment avec l'outil Flag System, dont Dorothée Van Avermaet de Garance vous parlera tout à l'heure. Ensuite, à qui s'adresse ce projet? Ce projet s'adresse à toutes les personnes qui travaillent ou qui gravitent autour du secteur de la périnatalité. Alors bien sûr, il y a toutes les catégories professionnelles vraiment dans les consultations prénatales, postnatales, à la salle d'ac. Mais il y a aussi toutes les personnes, assistants sociaux, psychologues, enseignants, chercheuses, responsables politiques et bien sûr les usagères qui sont concernés par cette problématique. Nous considérons que les violences obstétricales sont un phénomène transversal qui traverse les disciplines, les structures et tous les niveaux de responsabilité. Voilà, au niveau de la méthode, comment est-ce qu'on a pensé et comment est-ce qu'on a construit ce manuel, il me semble important de souligner qu'on a vraiment essayé d'élaborer une approche participative. Et donc, on a commencé déjà, on était 3 associations autour de la table, on a commencé par rassembler un comité de pilotage. Ce comité de pilotage était constitué d'une quinzaine de professionnels, des experts de la périnatalité, des professionnels, donc des soignants, de toutes les catégories confondues. Il y avait aussi des chercheuses, des représentants d'usagères, etc. Ensuite, nous avons essayé comment dire, de récolter les données du terrain. Et comment nous avons fait? Nous avons organisé 4 focus groups, des focus groups qui se sont déroulés intramuros, donc dans les hôpitaux, mais aussi en extramuros. Et nous avons mené 10 entretiens avec différentes catégories professionnelles aussi. Cela nous a permis de récolter et d'identifier une trentaine de situations de violence obstétricale sur lesquelles nous avons travaillé, donc que nous avons analysé. Sur base de ces données, nous avons choisi 4 vignettes qui font partie du manuel, donc on retrouve dans la partie pratique du manuel. Nous avons en parallèle, évidemment, rédigé, donc avec tout un comité de rédaction dont plusieurs voilà, sont ici, plusieurs personnes sont ici, la partie théorique et la partie pratique. Évidemment, tout cela s'est fait aussi en parallèle de la construction de la formation dont je vous parlerai tout à l'heure. Au niveau du manuel, il est vraiment construit autour de 2 parties. Il y a une partie théorique qui aide à comprendre ce que sont les violences obstétricales dans leur contexte systémique.
Et il y a cette partie pratique dans laquelle il y a donc 4 vignettes cliniques. 4 vignettes, pourquoi? Parce qu'il y en a une par couleur de drapeau. Dorothée reviendra tout à l'heure sur ces drapeaux qui, en fait, ont vraiment un graduant et qui peuvent nous permettre d'identifier voilà, la gravité d'une situation. Il y a aussi une petite fiche mémo en annexe dans laquelle on a résumé un petit peu les principes les plus importants des outils transmis et que vous verrez, que vous découvrirez bientôt. Donc c'est un manuel à la fois réflexif et opérationnel, pensé pour accompagner la transformation des pratiques. Au niveau de la formation, donc c'est un module de formation qui a été pensé sur 2 jours, qui s'intitule lui aussi Je vois, j'agis. Cette formation s'adresse aux équipes et aux professionnels de la périnatalité au sens large, et elle combine théorie, mise en situation et réflexion collective. Alors, il y a déjà 2 formations qui se sont données, une première à Namur et puis une seconde à Bruxelles. Une trentaine de professionnels ont participé à ces 2 formations et il y a déjà 2 formations programmées et complètes donc. Et puis une troisième qu'on est en train d'organiser. On vous communiquera les infos en fin de présentation. Voilà, je pense que j'ai terminé pour ma partie. Je vais passer la parole à mes collègues Hélène, Svetlana et Charline qui vont vous présenter la partie théorique du manuel. Malheureusement, on n'abordera pas la partie juridique, mais c'est une partie importante du manuel. Vous le découvrirez plus tard. Merci beaucoup pour votre attention et à tout à l'heure. Charline, Dorothée, Hélène et Svetlana, n'hésitez pas à prendre la parole, hein. Moi, j'ai vu que j'étais la dernière Oui, j'y vais. des intervenantes. J'y vais. Mais je pense qu'on peut passer déjà à la slide suivante, s'il vous plaît. Ouais, ben voilà, ici on a bonjour tout le monde, donc moi c'est Charline, on m'a déjà présenté. Voilà pour la table des matières, nous on va principalement parler du cadre théorique, ensuite on parlera du système des drapeaux, du cadre juridique, comment prévenir et intervenir, les liens et les ressources, enfin voilà, vous allez voir tout ça par après. Je voudrais juste nommer que en fait ce travail est vraiment, je trouve, assez remarquable parce que c'est un outil concret pour améliorer les pratiques. C'est pas uniquement de la sensibilisation auprès des soignants et des soignantes ou même du public de manière générale. Et donc, juste pour ça, bravo aux 3 associations, la plateforme Femmes et Santé et Garance. C'est vraiment très, très précieux d'avoir ce type de travail. On peut passer à la slide suivante. Donc, au niveau du cadre théorique, non, celle d'avant, pardon. Ouais. Je vais d'abord discuter un petit mot donc, sur la définition de violence gynéco-obstétricale et puis surtout un petit mot sur pourquoi en fait le terme violence est vraiment important et nécessaire à utiliser. Ensuite, on discutera, on proposera en fait un résumé des différentes explications sociologiques qui peuvent expliquer pourquoi en fait il y a tant de violences gynéco-obstétricales ou pourquoi tant de femmes subissent ce type de violence dans les milieux de soins gynéco-obstétricaux. Et puis ensuite, là, on aura un moment avec Hélène sur les différents chiffres qui sont disponibles aujourd'hui internationalement et en Belgique. Et puis, on terminera cette partie cadre théorique avec l'impact que les violences gynéco-obstétricales ont tant sur les usagers et usagères que sur les soignants et soignantes. On peut passer à la slide suivante. Donc, on a repris ici la définition vénézuélienne, je pense qu'on dit comme ça. On a repris celle-là parce qu'en fait, le terme de violence gynéco-obstétricale nous vient d'Amérique latine et a été employé déjà depuis 20 ans sur ce continent. Et en fait, il est arrivé, le terme violence gynéco-obstétricale est arrivé en France vers 2014, quand il y a eu le mouvement hashtag paye ton utérus, qui est un peu similaire au mouvement hashtag MeToo. Et en fait, une fois que ce hashtag a été lancé, il y a eu plus de 7000 témoignages qui ont été recueillis en 24 heures et ça a été un peu comme pour le hashtag MeToo, une reconnaissance en fait de la systémique de ces violences, que ce n'était pas uniquement des actes isolés
mais que c'était vraiment quelque chose de très fréquent dans la réalité des femmes et des personnes qui accouchent et qui enfantent. Donc, ici, je vais vous citer cette définition. Il y en a évidemment plein d'autres, mais donc c'est plus pour être proche de l'original, on va dire, qu'on a utilisé celle-ci. Donc, il y a différents concepts, vous voyez, qui sont mis en gras. Et on va y revenir après dans les explications des racines systémiques finalement. Donc, ça débute par l'appropriation du corps et des processus reproductifs des femmes par le personnel de santé. Donc le terme appropriation, c'est quelque chose qu'on va voir après dans les explications. C'est une appropriation qui se manifeste par un traitement déshumanisant. On va revenir aussi sur le concept de corps-objet, j'en parlerai tout à l'heure. Ça se manifeste par un usage abusif de la médication et la conversion de processus naturels en phénomènes pathologiques. On va voir aussi tout l'effet du capitalisme dans les soins de santé et de la standardisation des pratiques aussi qui favorise ce phénomène. Et tout ça entraîne une perte d'autonomie et de capacité à décider librement de son corps et de sa sexualité, avec un impact négatif sur la qualité de vie des femmes et des personnes qui enfantent. On va redéplier un petit peu tout ça au fur et à mesure du cadre théorique. Et là, je vais laisser la parole à ma collègue Svetlana, je pense, c'est toi. Charles. Bonjour tout le monde. Donc effectivement, utiliser le terme violence quand on parle des violences gynécologiques obstétricales permet, entre autres, de souligner le fait que les phénomènes dont on parle s'inscrivent dans un champ qui se trouve à la conjonction des champs qu'on peut distinguer, celui des violences institutionnelles et des violences de genre. Quand on parle des violences institutionnelles, par là, on entend d'abord tout simplement que ce sont des violences qui ont lieu au sein des institutions, mais aussi le fait que ces violences sont le produit de ces institutions, c'est-à-dire qu'elles sont un résultat de certains types de pratiques qui sont propres à des institutions, qui sont perpétuées grâce à certaines cultures dans des institutions, etc. Et puis, donc, quand on parle des violences de genre, ici, c'est un terme désormais, on peut dire consacré. On le retrouve aussi dans les directives du Parlement européen. Mais quand on parle ici du genre, ce qu'on entend par le genre, c'est avant tout un système social, c'est-à-dire un système où il y aurait une bicatégorisation continue, une bicatégorisation hiérarchisée entre les sexes, hommes et femmes, et des valeurs et représentations qui leur sont associées. Donc, parler du genre, c'est souligner le fait que les différences entre les sexes sont socialement construites, que ils existent donc dans l'opposition d'un sexe à l'autre. Et donc, ce qui manque à un sexe serait un avantage de l'autre. Donc, les relations sociales entre les sexes sont les rapports de pouvoir. Et donc, les violences gynécologiques et obstétricales, elles ont des caractéristiques à la fois des violences de genre, dans la mesure où ces violences visent le corps des femmes en tant que femmes dans leurs fonctions reproductives, dans ce qu'elles ces corps se posent à un corps des hommes. Et d'autre part, ce sont des violences qui ont lieu dans les institutions de soins et qui visiblement ont quelque chose à voir avec la structure même d'organisation du travail au sein de ces institutions. Comme a déjà mentionné Charlotte au début, il est quand même important de se dire qu'il existe tout un cadre national et international désormais qui couvre et qui définit bien ce terme. En 2014, l'Organisation mondiale de la santé a officiellement reconnu comme violence gynécologique et obstétricale toute une série de comportements
dont la liste vous voyez ici, donc les agressions physiques, humiliations graves, agressions verbales, absence de consentement, manque de confidentialité, etc. Ensuite, en 2019, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a adopté une résolution sur les violences obstétricales qui appelle les États membres à instaurer des mesures pour les éviter. Et enfin, en Belgique, en 2024, le Sénat a publié le rapport dont Charlotte a parlé plus tôt, le rapport d'information concernant le droit à l'autodétermination corporelle et la lutte contre les violences obstétricales basé sur des auditions. Donc, ce rapport était basé sur des auditions d'acteurs et actrices des divers secteurs professionnels, académiques et associatifs. Ce rapport était vraiment un moment important pour les Belgiques parce qu'il appelle à reconnaître explicitement les violences gynécologiques et obstétricales comme un problème subséquent à de nombreuses causes. Et ce rapport formule également une série de recommandations. Donc aujourd'hui, on se situe en Belgique dans la situation où on arrive au point où diverses instances nationales et internationales demandent non seulement une reconnaissance de violences gynécologiques obstétricales en tant que telle, mais aussi appellent à ce que cette situation change. Ouais, je vais reprendre ici et pour rebondir sur ce que disait Svetlana, le fait de nommer violence participe en fait aussi de la reconnaissance. Donc, de manière générale, dans l'amélioration des pratiques médicales, mais même dans les mouvements sociaux, le langage et le fait de nommer des concepts va favoriser la reconnaissance sociale, mais donc aussi va permettre de faire des recherches là-dessus. Évidemment, on ne fait pas de recherche sur des questions qu'on ne se pose pas, donc le fait de visibiliser ça va permettre d'avoir de plus en plus de données, mais ça permet aussi de faire évoluer d'une part les pratiques médicales, mais aussi faire évoluer la loi, comme par exemple on a eu le cas avec la reconnaissance du viol conjugal qui a été reconnu en 1989. Ben, avant ça, il n'y avait pas de possibilité de faire reconnaître cet acte. Et la deuxième chose aussi, le fait de nommer le terme violence, bon, ça c'est vraiment important de le dire ici, c'est que ça peut être un terme qui est vraiment très difficile à intégrer pour les professionnels de la santé qui elles et eux, ne font pas leur métier pour violenter les gens, au contraire. Et donc, ça peut être difficile à intégrer, mais dans le même temps, c'est important de le nommer de cette manière-là parce que, comme le disait Svetlana, les violences gynéco-obstétricales sont vraiment à la jonction entre les violences de genre et les violences institutionnelles. Et donc, ça permet, ce terme-là, de ne pas se contenir à une problématique du soin uniquement ou alors à un acte problématique d'un personnel soignant ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment pour une reconnaissance beaucoup plus large finalement et reconnaître que en fait, les violences gynéco-obstétricales, c'est une facette des violences de genre que les femmes subissent dans ce système de genre que Svetlana a expliqué. Donc ici, on vous propose quelques pistes de pourquoi en fait c'est si fréquent, comment ça se fait. Donc bon, c'est des propositions et je laisserai mes collègues contribuer ou à expliquer plus si jamais il y a d'autres choses qui vous viennent. Tout ça, ça nous vient des sciences humaines et sociales, sociologie de la santé notamment. Et aussi les études féministes. Les études féministes ont vraiment beaucoup contribué aussi à la reconnaissance des problématiques dans le milieu médical, hein, qui a été un milieu très androcentré, c'est-à-dire dirigé par des hommes pendant un très très long moment. Et bon, ben voilà, pour arriver au premier point, malheureusement, l'histoire de la gynécologie et de l'obstétrique n'est pas une histoire très rayonnante et elle a été notamment construite pour contrôler les corps des femmes, leur sexualité et leur capacité à enfanter. Donc avant le XVIe siècle en Europe, c'était principalement les matrones qui accompagnaient les femmes lors de leurs accouchements. Ça se faisait entre femmes et puis vers plus ou moins après le XVIe siècle, l'Église et l'État vont s'approprier cette fonction pour mettre en place une politique nataliste coercitive, malheureusement qui nous revient ici pour le moment au niveau international et en Europe aussi, notamment avec les problématiques de lois qui restreignent le droit à l'avortement. Et donc,
à ce moment-là, au XVIe siècle, les matrones, etc., sont soupçonnées de pratiquer des avortements et à juste titre, en fait, hein, et à donner accès à la contraception. Et donc, on les évince complètement de ce milieu-là. Et il y a une nouvelle norme qui se met en place et l'enfantement devient un acte médical. Et à ce moment-là, ben, en fait, seuls les hommes étaient euh, aux commandes, ou comment est-ce que je veux dire ça, et seuls les hommes étaient autorisés à s'approprier les savoirs universitaires, et donc en fait c'est devenu voilà à évincer vraiment les femmes de leur propre capacité procréative, quoi. Mais donc, ça pour dire que, évidemment, on pourrait se dire aujourd'hui, ben, en fait, c'est pas du tout le cas maintenant, ça, on est beaucoup bien loin du XVIe siècle, etc. Oui, c'est vrai, mais il y a un héritage qui reste et certaines traces restent. Ben, par exemple, les différents outils qui sont utilisés comme le spéculum, eh ben, ce sont des outils qui ont été conceptualisés lors d'expérimentations particulièrement violentes sur des femmes noires réduites en esclavage sans anesthésie, par exemple. Donc, il y a vraiment cet héritage qui, genre moi j'ai tendance à dire qu'il nous colle au stéto, mais là on pourrait dire qu'il colle au spéculum, quoi. On pourrait, par exemple, se demander comment ça se fait qu'il y a toujours ce spéculum qui est particulièrement inconfortable, alors qu'il y aurait vraiment plein d'autres techniques pour pouvoir aller voir un col de l'utérus. Je ferme la parenthèse. Mais tout ça pour dire que cet héritage se traduit aujourd'hui dans ce que Colette Guillaumin appelle le sexage. Donc Colette Guillaumin, c'est une sociologue féministe, et pour elle, le sexage, c'est cette appropriation collective des corps des femmes, en fait, dans notre société. C'est quelque chose qui est très très visible dans une autre violence de genre qui s'appelle le harcèlement de rue, même si on devrait dire harcèlement masculin de rue, ce sont des hommes qui harcèlent. Et dans cette notion de sexage, en fait, il y a cette notion que les femmes sont de facto disponibles dans l'espace public, en fait, pour être appropriées, quoi. Et donc, dans le harcèlement masculin de rue, eh ben, elles sont disponibles pour être touchées, des regards, etc. Voilà, comme une autorisation implicite, quoi. Et de là découle du coup cette idée de corps-objet, comme si les corps des femmes étaient des objets qu'on pouvait s'approprier. Et donc ça, c'est pas le fun, cet héritage-là, c'est sûr. Et malheureusement, on est tous et toutes imprégnés de cette culture à différents degrés, et on peut la reproduire avec des biais dans nos comportements médicaux, je vais dire. Donc ça, c'est une première chose, c'est l'héritage, c'est l'histoire, voilà, et comment est-ce que ça laisse des traces encore actuellement dans nos structures et dans nos comportements. Ensuite, autre chose qui peut expliquer ce système de violence gynéco-obstétricale, c'est le modèle biomédical. Donc ça, il a été mis en évidence par Freud et Maguire, ces deux sociologues de la santé, et dans ce modèle, il et elle parlent notamment du corps-machine. Donc c'est l'idée que euh, c'est l'idée que les corps humains sont un assemblage de différents éléments et qui vont composer une machine, quoi. Donc il y a le foie d'un côté, il y a le cerveau d'un côté, il y a l'utérus d'un côté, etc. Et d'ailleurs, les disciplines médicales montrent très bien ce modèle biomédical où chacune fait son truc, et c'est parfois très difficile de rassembler tout ça pour en fait voir une personne et un être humain en face de nous. Euh, donc ça, c'est aussi une part qui peut expliquer les violences, et notamment avec, par exemple, la posture du décubitus dorsal, qui n'est pas spécialement physiologique pour accoucher, mais en tout cas qui va favoriser le fait que le praticien ou la praticienne a en vue la vulve, le vagin, pense à l'utérus, etc. Mais donc il y a voilà, moyen de dissocier comme ça, et ça se retrouve aussi dans les pratiques d'apprentissage malheureuses qui sont encore le cas aujourd'hui, où on propose à des étudiants et étudiantes de faire des touchés vaginaux sur des femmes endormies pour apprendre. Et donc, c'est vrai que ça pose la question de qu'est-ce qu'on apprend en fait à ce moment-là, que c'est OK de faire un toucher vaginal à une personne endormie, ce qui est évidemment problématique. Modèle biomédical, donc ça peut être une autre explication. Ensuite, il y a l'asymétrie fonctionnelle. Donc ça, c'est Martin Winkler qui parle de ça très très bien dans son livre Les Brutes en blanc, si vous avez envie de le lire. Et donc l'asymétrie fonctionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la reconnaissance que dans une relation médicale, il y a un rapport de pouvoir qui est là de facto, parce que il y a une personne, le médecin ou la médecine, qui détient
un savoir dont le patient ou la patiente dépend. Et le patient ou la patiente est dans une situation de vulnérabilité, d'autant plus dans un contexte gynéco-obstétrical où la personne est à moitié nue et où des personnes voilà, vont dans ses parties intimes. Ça crée une relation qui est tout à fait inégalitaire. L'idée n'est pas de dire, enfin en tout cas là aujourd'hui, de réfléchir à comment faire pour le plus horizontaliser ça. Il y a évidemment plein de propositions, mais par contre l'idée c'est vraiment de voir que, pardon, j'ai reçu un message de Charlotte. L'idée c'est vraiment de voir que, je sais ce que je voulais dire. Que cette inégalité est là, et donc c'est ça que je voulais dire, que en fait les professionnels de la santé, nous avons finalement une responsabilité à vraiment créer de l'espace finalement pour que les patients et les patientes puissent s'exprimer de manière faut y faciliter quoi, parce que c'est difficile quand il y a un rapport de pouvoir de dire ben non en fait j'aime pas ça, j'ai mal, etc. Et donc j'imagine que c'est parce que je dois aller plus vite, le temps est écoulé. Capitalisme et standardisation, ça, vous connaissez très bien les standardisations des accouchements. Donc avoir un accouchement physiologique, c'est très compliqué dans les structures actuelles. Et puis les biais sexistes, ça vient de notre héritage sexiste. Comment est-ce que chaque soignant et soignante, en fait, on a intégré ça à différents degrés et ça va se reproduire notamment, par exemple, dans le manque de reconnaissance de la douleur des femmes par rapport à la douleur des hommes. Je m'arrête là. Désolée. Voilà, est-ce qu'on m'entend? Je viens d'allumer. Voilà, moi je vais vous parler bah voilà, des chiffres au niveau mondial et au niveau de la Belgique, parce qu'on commence à avoir une vue un peu plus claire qu'il y a quelques années. Il y a énormément d'études qui ont été produites ces dernières années. Et là, très récemment, on a justement une étude, une revue systématique qui a été publiée en 2025 au niveau mondial. Et donc, dans cette revue, on constate qu'il y a quand même 6 femmes sur 10 dans le monde qui auraient subi des violences obstétricales pendant l'accouchement. La prévalence globale est estimée à 59%, mais avec une fourchette qui est très très large et qui montre d'énormes variations entre les pays. Donc, ces différences reflètent des cultures de soins et des contextes institutionnels très différents et pas uniquement des facteurs médicaux. La forme la plus courante de violence rapportée, ce sont les soins non consentis. Il y a certains facteurs qui influencent le risque. Paradoxalement, l'accouchement par voie basse est associé à une probabilité plus forte de violence obstétricale. Et en revanche, la présence d'une sage-femme à l'accouchement et le niveau de revenu plus élevé des femmes qui accouchent sont des facteurs protecteurs, même si tous les professionnels en santé, sexuelle et reproductive, peuvent être impliqués évidemment dans le phénomène. Donc ensuite, on va regarder un peu ce qui se passe dans les pays à haut revenu, parce que c'est toujours intéressant de regarder ce qui se passe dans les pays qui ont un niveau de développement plus ou moins similaire au nôtre quand on s'intéresse à un problème de santé publique. Donc on a une revue systématique qui est parue l'année dernière, qui s'est intéressée spécifiquement à ces pays-là et qui incluait 25 études issues de pays européens et extra-européens comme les États-Unis, l'Australie ou le Chili, et qui cumulaient un total de près de 61 000 femmes. Donc ici, dans cet échantillon, la prévalence moyenne des violences obstétricales dans ces 25 pays à haut revenu est estimée à 45%, soit près d'une femme sur deux. On a 17% de ces 61 000 femmes qui ont rencontré des problèmes en lien avec l'analgésie. Donc il peut s'agir parfois de procédures douloureuses pratiquées sans anesthésie, comme la suture d'une épisiotomie. Et on voit aussi certaines femmes qui se voient refuser l'accès à une analgésie, par exemple, sans explication. Un autre chiffre qui est assez poignant, c'est la manœuvre de Christeller, qui consiste à appuyer donc, manuellement sur le ventre lors de la phase d'expulsion, et qui est étonnamment présente. On a 30% de femmes qui sont concernées dans cet échantillon. Or, on sait qu'il s'agit d'une manœuvre qui est déconseillée de longue date dans les recommandations pour la pratique clinique. On a par exemple des taux de 48% en Italie, 27% en Allemagne, 19% en Espagne. Enfin, le problème le plus fréquent évoqué par les femmes dans les études qualitatives est le manque d'information et des problèmes liés au consentement. Donc ensuite, on va jeter un œil un peu à la Belgique. Même s'il n'existe pas encore de données officielles collectées de manière centralisée sur la violence obstétricale et gynécologique, on a quand même quelques sources qui permettent d'apprécier les contours du problème.
Donc en 2021, il y avait 4200 femmes en Wallonie et à Bruxelles qui se sont exprimées dans une grande enquête en ligne sur les conditions d'accouchement, pas spécifiquement sur la violence obstétricale. Mais on a pu en tirer quand même des chiffres intéressants. Donc, sur ces 4200 femmes, il y en avait 41% qui rapportaient au moins un acte de violence en maternité. Dans 62% des cas, l'acte médical n'est pas expliqué. Dans 49% des cas, le consentement n'était pas demandé. Donc, et dans cet échantillon, comme dans d'autres études à travers le monde, les femmes issues de minorités ethniques ou ayant un niveau d'éducation plus faible sont largement plus exposées que les autres. Enfin, il y a un autre aspect en Belgique qui peut aussi donner une idée de ce que sont les violences obstétricales. C'est le cas de l'épisiotomie. Ça permet de réaliser à quel point les pratiques médicales ne sont pas neutres, mais également soumises à l'influence de facteurs culturels. Donc globalement, les taux d'épisiotomie sont en baisse en Belgique, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Mais donc en 2021, les taux d'épisiotomie étaient de près de 15% à Bruxelles, 20% en Wallonie, 35% en Flandre. Mais ça cachait en fait une réalité, des réalités bien plus différentes quand on commence à mettre le focus au niveau des maternités. Donc la maternité qui en pratiquait le moins avait un taux de 4,1%, donc moins d'une femme sur 20. Et celle qui en pratiquait le plus était à 73,5%. Ça fait près de 3 femmes sur 4. Voilà, pour un petit aspect sur les chiffres. Et enfin, je termine ici rapidement avec un petit aperçu des manifestations de la violence obstétricale et qui ici c'est présenté sous forme de pyramide. C'est la pyramide de la culture de la violence obstétricale qui s'est faite sur le même modèle qu'une pyramide qui a été faite à propos de la culture du viol. Et donc c'est l'idée qu'il y a différents de niveaux de violence qui sont subis par les personnes qui accouchent et comment des attitudes, des paroles ou des blagues ou des pratiques qui sont banalisées à la base, plus ou moins tolérées à la base du système, peuvent légitimer, voire encourager une dégradation et des atteintes plus graves par la suite. Voilà, c'est tout pour moi. Euh, Oui, Les alors, chiffres que Hélène a présentés montrent bien que nous sommes vraiment face ici donc à un problème de santé publique. D'une part parce que il s'agit d'un problème qui touche une partie importante de la population, mais aussi parce que les sources de ce problème se trouvent dans l'organisation même de la société. C'est donc bien par ce biais-là qu'il faudrait aborder ce problème. Quand même quelques mots sur l'impact des violences obstétricales et donc pourquoi c'est si important de s'y attaquer. Euh, Premièrement, les recherches internationales montrent l'impact important des violences obstétricales sur la qualité de vie postpartum, et notamment sur la santé mentale, l'estime de soi, mais aussi sur le risque de dépression et de troubles de stress postpartum. Euh, il y a également un impact très important sur la santé physique des personnes qui accouchent, notamment en cas d'usage de force excessive. Et enfin, la vie sexuelle peut aussi être impactée, notamment en raison de douleurs lors des rapports pénétrants. Euh, un autre élément important est le fait que ces violences ont des conséquences sur ou ont comme conséquence la perte de confiance envers les professionnels de santé et le système de soins de santé en général. Subir les violences obstétricales peut entraîner une réticence à consulter, reporter les soins qui sont nécessaires, y compris qui sont nécessaires pour la santé de l'enfant. Et à cela s'ajoute le fait que les femmes rencontrent déjà plus de difficultés d'accès aux soins par rapport aux hommes, et donc les violences obstétricales, elles risquent d'aggraver encore plus les obstacles qui existent déjà. Enfin, les violences obstétricales sont liées, donc, comme on a dit, au fonctionnement du système de soins de santé. C'est directement lié au manque de personnel, aux conditions de travail qui sont difficiles et stressantes, aux relations de pouvoir entre différentes disciplines du corps médical ou aux lacunes de formation. Et être témoin des violences obstétricales peut contribuer au mal-être des soignants.
se sentir mal à l'aise, frustré, révolté face à une situation qu'on juge problématique ou inacceptable peut facilement entraîner un sentiment d'impuissance qui contribue à une perte de sens dans son travail. Cela peut aussi être un facteur de risque important du burn-out. Donc, finalement, les violences obstétricales ont aussi un impact direct sur le bien-être des professionnels de santé. Oui, bonjour, je vais prendre le relais au nom de la SBL Garance, donc je vais vous parler du FLAC système et après un petit peu sur comment agir en tant que témoin, mais ça va être vraiment très succinct. Euh, et donc en fait, moi je dis toujours, c'est pareil, ici les systèmes des drapeaux, vous avez entendu Charlotte dire FLAC système, il n'y a aucune différence, c'est la même chose, juste dans deux langues différentes. Et donc le système des drapeaux à la base, ça a été, enfin, ça a été mis au point par Sensoa, qui est le centre d'expertise en santé sexuelle en Flandre, et ça date de 2010, et ça a été mis au point pour évaluer la gravité des comportements sexuels, des comportements sexuels chez les jeunes, et ça avec 6 critères. Et en fait, plus tard, en 2021, le système a été adapté pour des collectivités d'adultes ou des endroits où il y avait des soins donnés aux adultes. Euh, et la gravité, elle est déterminée par 6 critères, je l'ai dit, et elle est signifiée par 4 couleurs de drapeau. Dans le système de drapeau de base, qui a donc été adapté ici pour les violences obstétricales, il y a une réaction pédagogique parce qu'on est dans un contexte de jeunes ou d'adultes qui sont en collectivité ou en tout cas ou en demande de soins. Et ça permet d'avoir une réaction en tant que professionnel, on va dire une réaction à visée éducative, pédagogique. Euh, Ici, on va voir que c'est un petit peu différent. Il y a aussi l'idée que enfin, le système des drapeaux, c'est pas la première fois qu'il est adapté à d'autres contextes qui ne sont pas sexuels, puisqu'il y a des endroits où, enfin, où ça a été adapté à n'importe quel comportement qui transgresse les règles établies à un endroit donné. Et donc, en particulier, pour les violences obstétricales, le système de drapeau a été adopté à 2 niveaux. C'est ce que vous voyez sur la slide, mais moi, je ne vois pas très bien. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà. Euh, et donc, les critères ils ont été adaptés et ils sont devenus pas différent pour les 2 premiers, où c'est le consentement. Donc, le consentement, peut-être pas tel que vous le connaissez dans la loi, mais c'est vraiment est-ce qu'il y a un accord qui a été donné et ou demandé, et donc donné, et qu'il y a une réponse, évidemment. Il y a l'idée du plein gré, c'est-à-dire que peut-être la personne donne son accord, mais en fait, une pression a été exercée sur elle en amont, ou même pas forcément explicite de la part du corps médical, mais une pression qui est là sur elle. Le troisième critère, c'est aussi le même que dans le système de drapeau classique, il y a l'égalité. Est-ce qu'il y a une différence de pouvoir ou est-ce qu'il y a un rapport de dépendance entre les personnes qui sont en présence? Ça, c'est pour les 3 premiers critères. Et le suivant, eux, enfin, ils ont été enfin, les 2 suivants ont été légèrement modifiés. Il y a la capacité d'agir et donc l'adéquation à la personne, c'est deux volets un petit peu ce 4e critère. Et là, on va essayer de savoir est-ce que la personne est suffisamment compétente dans la situation. Avec l'idée que bah, peut-être que quand on est nu sur une table d'examen, on n'est pas tout à fait la même personne que debout au travail et habillé, et que donc on n'a pas forcément la même assertivité et la même capacité de dire les choses. Et bien sûr, si on a en plus des médicaments qui ont diminué notre capacité d'agir, là, c'est très évident qu'il y aura quelque chose de cet ordre-là si on est à moitié sonné par un médicament, par exemple. Euh, et aussi adéquation à la personne, ça va être plus aussi par rapport à si peut-être il y a des personnes qui fondamentalement, en fait, euh, en toutes circonstances, ne comprennent pas la langue qu'on leur parle ou sont en situation de handicap intellectuel, par exemple, où là, il faudra évidemment tenir compte de cette spécificité. Le 5e critère, c'est l'adéquation au contexte, qui normalement enfin, dans les autres systèmes des drapeaux, si je puis dire, c'est n'importe quel c'est en fonction du contexte où on se trouve. Ici, on va parler du contexte médical. Donc c'est est-ce que les soins tels qu'ils sont, est-ce que ça suit les recommandations de soins euh, qui, que- que- qui sont recommandées pour l'acte qui est en train de se passer. Et le dernier, c'est le même, c'est l'impact, c'est le même que dans l'autre système des drapeaux, c'est le comportement, a-t-il un impact négatif sur la personne ou sur des tiers?
Ça, c'est assez vaste. On pourrait imaginer que des tiers, ce soit aussi des étudiants qui assistent à la scène et qui en prennent des leçons. Euh, et pas seulement les patients, patientes. Donc ça, c'est pour les 6 critères. Et vous voyez qu'il y a 4 couleurs de drapeau. Un drapeau vert, c'est un comportement où, en fait, quand on fait l'analyse, en fait, tout va bien. Un drapeau jaune, il y a quand même quelque chose qui cloche, qui ne va pas. Il y a un petit problème. Un drapeau rouge, c'est plus grave. Et un drapeau bleu, c'est vraiment très grave. Et on peut tout à fait, dans un drapeau bleu, et peut-être même parfois avant, on pourrait vraiment imaginer une plainte, qu'une plainte soit euh, rentrer, enfin, que la victime porte plainte. Et dans le système des drapeaux, le drapeau, et du coup, pour celui-ci aussi, le drapeau vert, c'est quelque chose à pas négliger parce que c'est l'occasion aussi de valoriser ce qui va bien et de verbaliser que quelque chose se passe correctement. Donc ça, c'est pour les drapeaux. Je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé, peut-être juste me dire si combien de temps j'ai encore. Oui, je suis à combien? Encore 2, 3 minutes? Et donc, sur base de cette gravité qu'on établit, on va agir, on peut décider d'agir. On peut agir sur le moment ou on peut agir a posteriori parce qu'on n'est pas toujours dans la capacité. D'abord, c'est pas toujours possible d'agir sur le moment et parfois, ben, on n'a pas une position qui permet de le faire ou ben, on n'a pas la présence d'esprit. À ce moment-là, ben, on laisse passer et c'est des choses ça peut tout à fait arriver. On n'est pas des super-héros et donc des super-héroïnes. Et, et en plus, chaque intervention qu'on pourrait avoir en tant que témoin, puisque c'est ça l'idée, pardon, je m'excuse, je ne l'ai pas dit, c'est que je reviens un petit peu en arrière, dans le système des drapeaux, on fait une intervention pédagogique, on a un professionnel, on est potentiellement en surplomb. Et donc, on peut avoir cette réaction pédagogique avec les gens à qui on va parler du problème. Ici, on part du principe qu'on n'a pas tous et toutes cette position et que donc on doit faire quelque chose peut-être un petit peu plus par la bande qui est une intervention en tant que témoin. Et donc, pas une posture où simplement on va dire à la personne ce qui ne va pas et essaie de valoriser ce qu'elle fait bien et de dire ce qui ne va pas et d'espérer qu'elle change de comportement. Donc ici, on va faire une intervention en tant que témoin et donc partir du principe que selon la position qu'on a, on peut plus ou moins faire des choses, donc notamment sur le moment ou après, ou bien des différents types d'informations, d'interventions, pardon, ils sont dans le tableau qui est en bas ici à droite. De nouveau, moi je n'arrive pas à lire ce qui est écrit, mais peut-être vous oui. Euh, et donc, ça vaut la peine pour des choses qui se passent souvent de réfléchir en fait à quelle serait la meilleure intervention. Et donc en suivant la formation, on va voir toutes les interventions possibles et ça vaut la peine de se dire ah ben s'il y a ça qui se passe, voilà ce que je peux faire. S'il y a ça qui se passe, voilà ce que je peux faire, ce qui va augmenter la probabilité qu'on le fasse euh, par rapport à des personnes qui n'auraient jamais réfléchi à ce qu'il y a moyen de faire. Euh, on peut aussi toujours combiner plusieurs techniques. Et voilà. Et on peut intervenir auprès des auteurs. Si hiérarchiquement, ça nous paraît possible, on peut intervenir plutôt auprès des victimes de différentes façons, ou bien en fait essayer que les lignes bougent plutôt par le fait que les autres personnes présentes enfin qu'on essaie d'agir plutôt sur les autres personnes présentes. Et on peut de nouveau faire les trois. On peut faire sur le moment, après, vis-à-vis des 3 types de personnes présentes et en combinant plusieurs approches. Et donc les différentes approches, je vais vraiment les résumer. Mais il y a une qu'on appelle déminer le terrain, c'est-à-dire en fait juste visibiliser ce qui est en train de se passer en posant une question d'éclaircissement qui peut être même assez naïve. Et ça peut être intéressant, notamment quand on n'est pas très bien placé hiérarchiquement, juste mentionner, ah, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça, ou ce genre de questions qui peuvent être... on risque de passer pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, mais on peut aussi mettre en avant le fait que c'est pas ce qu'on a appris à l'école, par exemple, dans son école de sage-femme, par exemple. Euh, donc j'ai dit que chaque intervention a des avantages, des inconvénients. Ici, l'avantage, c'est qu'on peut le faire quand on n'est pas très bien placé hiérarchiquement. Le désavantage, c'est que si la personne n'est pas prête à se remettre en question, eh ben, il ne se passera rien du tout, ça n'aura aucun effet. Il y a une chose plus radicale, qui est radicale, c'est d'interrompre le comportement de façon plus ou moins subtile. Ça a pas mal d'avantages parce que ça met la patiente en sécurité, ça diminue l'impact sur elle, ça donne du répit, ça laisse le temps de réfléchir, tout ça c'est positif. Mais le point négatif, c'est que ça ne règle pas le problème de base. Donc vous voyez, chaque intervention a son intérêt. Et interrompre, ça peut même être de façon totalement
non visibles. On va simplement détourner l'attention, demander des ralentissements, arrêter le geste, mais ça, c'est si on a le pouvoir de le faire. Ça peut être des soupirs, enfin, des choses qui font qu'il y a quelque chose qui se passe et qui ralentissent la situation. Si j'ai encore le temps, je peux en parler d'autres. Il y a trianguler. Ça veut dire qu'en fait, euh, on va essayer de faire, enfin, il y a trois possibilités. On va trianguler avec la patiente, avec un autre professionnel ou une autre professionnelle présente, ou bien aller même voir la hiérarchie, mais là, ce serait après. Donc, avec une patiente, pour trianguler, ce serait de lui poser des questions à elle, lui dire est-ce qu'elle comprend ce qui est en train de se passer, lui demander Madame, est-ce que vous avez mal, ou bien lui donner des informations sur sur ce que l'autre personne est en train de faire, ou bien lui décrire ce qui est en train de se préparer, et ça permet de visibiliser en fait ce qui est en train de se passer. Euh, Avec un autre professionnel, on peut interpeller les autres personnes qui sont présentes, demander de nouveau des éclaircissements, mais donc aux autres personnes présentes. Mais donc l'idée de trianguler, c'est qu'on va faire intervenir, c'est pas juste nous et l'auteur, s'il y a une autre personne. Ensuite, il y a confronter, c'est la chose la plus efficace, mais c'est une technique où les représailles sont possibles, et donc c'est à manipuler avec vraiment prudence, parce que là, il s'agit simplement de nommer ce qui se passe. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là, on le dit, voilà, il y a un problème. Euh, et notamment, je ne sais pas si vous avez déjà peut-être entendu dans d'autres contextes la technique des trois phrases, mais elle peut marcher très très bien là-dessus. Euh, et je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps, je ne crois pas. Non. Et ben, les autres, c'était donc. Et tout ça, ça peut se faire. Il y a aussi toutes les interventions auprès des victimes, mais de toute façon, je ne vais pas vous dire en 3 minutes tout ce qu'on peut faire. Il faut ouvrir la formation. Voilà. Merci à toutes voilà, d'avoir introduit un peu la partie théorique du manuel. Maintenant, ce qu'on vous propose, c'est de passer en fait à une discussion avec voilà, différents professionnels et expertes de la périnatalité notamment, mais pas seulement, pour pouvoir un petit peu questionner l'outil en fait qu'on a construit. Donc l'idée, c'est pas de tout, tout acheter et dire que c'est génial et c'est tout. Non, en fait, il y a des limites aussi à cet outil et de voir un petit peu justement comment est-ce que à partir de l'expérience du terrain, donc il y a plusieurs personnes ici qui ont suivi tout le développement et qui ont participé même au processus d'écriture, de rédaction, de relecture. Eh bien voilà, quelles sont un petit peu les conclusions ou les réflexions euh, qui émanent de cette confrontation entre la théorie et la pratique. Alors, si vous voulez bien, je pense que j'avais présenté tout le monde. Je propose que ce soit Alice qui intervienne en première, notamment au sujet de cette question de la genèse et du besoin. Et justement, par rapport à ce qu'on a discuté ensemble, Alice, est-ce que tu veux bien prendre la parole? Oui, bien Euh, sûr. Merci Charlotte. Super. En 2018, il y a eu un congrès, le congrès de l'UPSFP, de l'Union des sages-femmes professionnelles de Belgique. Et j'ai retrouvé le titre exact de ce congrès, donc, qui a eu lieu le 18 octobre 2018 et qui s'appelait Violence obstétricale, repérer, comprendre, agir, les sages-femmes se positionnent. J'étais présente à ce congrès, ça faisait 5 ans que j'étais sage-femme, je travaillais à l'hôpital Saint-Pierre aussi à l'époque en salle de naissance. Et différents panélistes ont parlé autour de ce sujet toute la journée. Et puis, au moment de la séance de questions-réponses, une étudiante de l'Assemblée a demandé, oui, mais donc concrètement, tous les panélistes étaient sur la scène, concrètement, elle demande aux panélistes, mais donc si moi, demain, je suis témoin de violences obstétricales, qu'est-ce que je peux faire? Et donc, on l'a vu, hein, se remettre dans le contexte de 2018, on n'y était pas encore et ça sonnait un peu comme un gros mot. Donc voilà, et là, une des panélistes lui a répondu, ben, si un jour tu es comme ça témoin de violence en tant qu'étudiante sage-femme, tu sais, tu peux donner la main à la patiente et déjà signifier ta présence et l'accompagner de cette façon. Et j'étais dans l'assemblée et j'ai demandé la parole à ce moment-là. Fabienne Richard était une des panélistes présentes sur scène et j'ai témoigné du fait qu'il me semblait complètement aberrant de signifier à une étudiante sage-femme en début ou milieu de formation
que tenir la main d'une patiente qui est victime de violences obstétricales que c'était pas une réponse suffisante, qu'en fait ça suffisait, que si une femme se faisait violer dans le métro, j'espérais vraiment qu'elle n'allait pas lui dire d'aller lui tenir la main et qu'il en était de même à ce moment-là. Le débat a un petit peu avancé et puis avec Fabienne, on s'est retrouvés après la fin de la séance questions-réponses et on s'est dit en fait ça ne va pas. En fait, il nous faut des outils, il nous faut des outils concrets. C'est plus possible de répondre au bout de toute une journée de congrès qu'on va tenir la main des patientes et on n'est pas du tout suffisamment outillé, ni en tant qu'étudiant, ni en tant que professionnel. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est à ce moment-là qu'est venue à Fabienne l'idée de rencontrer Garance ASBL et de se dire, il y a un guide d'autodéfense féministe, peut-être qu'on peut faire un guide d'autodéfense pour les témoins de violences obstétricales ou pour les patientes. Enfin, à ce moment-là, on ne savait pas trop à qui on voulait s'adresser. Et on a rencontré Garance en 2018, au début 2019, à la suite de cette, de cette rencontre et de cet échange. Et de là est née cette graine d'un outil que j'ai pu ensuite suivre de loin dans sa création et qui aujourd'hui, comme vient de le raconter Dorothée, répond enfin de façon concrète à la question, mais du coup, si je suis témoin de violences obstétricales, qu'est-ce que je peux faire? Et voilà, merci en fait, merci de l'avoir fait, merci à vous parce que on va enfin pouvoir faire quelque chose. Enfin, non, on pouvait déjà faire des choses, mais là, on va avoir des outils et ça va nous aider beaucoup. Merci Alice. Du coup, peut-être, si ça vous va, je propose à Charlotte de Gélas et peut-être à Eléa de prendre le relais au sujet peut-être de justement comment, entre ce qui se passe dans la pratique et aussi ce qui se passe dans la formation, donc les principes qui sont transmis, comment est-ce que cet outil pourrait être une ressource et quelles seraient ses limites aussi par rapport à ce qui est déjà apporté en fait dans les contextes de formation et à ce qu'on observe sur le terrain. Bonjour à tous et toutes, merci de nous donner la parole. Donc, moi, je suis Charlotte de Gélas Gynéco et je vais vous présenter Léa qui est étudiante en médecine. Alors, actuellement, il n'y a pas de formation officielle en médecine et en gynécologie, en tout cas, à ce que je sais, et je connais surtout l'ULB pour la partie francophone de la Belgique. Donc, il n'y a pas de formation officielle par rapport à ces VGO, mais c'est sûr qu'on en parle de plus en plus. Globalement, le terme crispe de moins en moins les soignants, surtout gynéco. Et en tout cas, on peut constater qu'il y a vraiment une demande de formation. Alors, ces formations, elles existent, entre autres grâce à vous. C'est vrai qu'elles ne sont pas toujours hyper bien visibilisées dans le monde universitaire, mais on y travaille pour. Et ces formations, jusqu'à présent, elles étaient surtout très théoriques pour essayer de déterminer, de définir. Je pense que c'est Charline qui a rappelé l'importance de la définition et de l'importance des mots, de la puissance des mots pour définir les concepts et avancer. Et, mais bien souvent, ça ne suffit pas. Et je rejoins Alice aussi par rapport à ça, c'est qu'on ne sait pas très bien quoi en faire et en pratique comment agir peu à peu, peu importe quel est notre statut, qu'on soit étudiant en médecine, je parle pour les médecins vu que c'est ce que je connais, qu'on soit assistant en gynécologie, qu'on soit jeune médecin ou plus vieux médecin, c'est compliqué. Et donc la grande force de ce manuel, l'innovation même de ce manuel, c'est qu'il nous apporte des pistes de solutions à notre échelle, tout en ne nous mettant pas non plus en danger, parce que je trouve qu'il prend soin de nous, soignants, euh, pour pouvoir avancer petit à petit et forcément pour pouvoir prendre soin encore mieux des patientes, parce qu'on a compris maintenant que les VGO, c'est pas l'histoire de méchants soignants qui veulent faire du mal, c'est vraiment euh, tout un système, toute une institution qui va faire qu'on travaille dans des conditions qui font qu'on va aboutir à des situations qui peuvent être vécues comme violentes. Et donc, c'est vraiment l'idée de savoir maintenant bien les comprendre l'engrenage, de savoir comment ça peut commencer et de pouvoir dire stop avec des pistes concrètes. Parce qu'on sait qu'il y a quand même quelque chose de très ancré en médecine, c'est le pouvoir des habitudes que très souvent on apprend dans les manuels, mais en stage aussi on apprend très fort en observant les plus vieux
d'entre nous. Et en prenant des phrases par-ci par-là, des manières de parler, des manières d'expliquer. Et donc ça, c'est ce qu'on veut changer. Et je pense que ce manuel va pouvoir apporter ces solutions très concrètes à nous, les soignants. Et du coup, je voudrais passer la parole à Eléa, qui va vous expliquer un petit peu en tant qu'étudiante comment elle vit cette formation et de son incroyable projet de mémoire de fin de médecine. Merci Charlotte. Du coup, je suis Eléa, je suis étudiante en dernière année de médecine du coup. Je voulais d'abord un peu vous expliquer dans notre parcours en médecine quand est-ce qu'on parle de violence et ça arrive pas très souvent. Je pense que là, on essaie, enfin, les professeurs essayent d'un peu plus en parler, mais là, par exemple, au niveau des violences gynéco-obstétricales, on en parle surtout en BA1. Il y a le docteur Christine Gilles qui vient donner 1 heure de cours pendant le cours de reproduction. Sinon, on en parle en master 1, on a des TP de psychiatrie où on apprend un peu l'interaction médecin-patient et on parle globalement des violences et de ce qu'il ne faut pas faire en tant que soignant, mais sans vraiment parler de gynécologie ou d'obstétrique. Et puis en Master 2, pendant le cours d'obstétrique, cette année, enfin mon année en tout cas, la professeure d'obstétrique en a brièvement parlé, mais c'était 10 minutes sur toutes les heures de cours qu'on a eues. Donc autant dire qu'on a quand même un manque de formation déjà en tant qu'étudiant, on n'apprend pas grand-chose sur le sujet. Et donc, il y a une volonté d'être formé. Donc, il y avait un mémoire qui a été fait qui a mis en avant le fait que les soignants étaient en demande d'une formation sur le sujet et sur les violences gynéco-obstétricales et comment faire face à ça. Et moi, je le vois aussi dans mon entourage que beaucoup d'amis et d'amis à moi se sont sentis un peu démunis dans la position d'étudiant. Enfin, on est encore moins acteur, enfin on est vraiment encore plus témoin, je trouve, de ces violences parce que on n'ose pas passer au-dessus du médecin ou contredire le médecin ou s'affirmer quand on est témoin de ces violences. Donc c'est bien qu'on ait des formations comme ça qui existent et c'est pour ça que je fais mon mémoire là-dessus. Donc avec Charlotte de Gélas, on a comme projet, qui est d'ailleurs maintenant bien lancé, de donc la formation Je vois, j'agis, qui va être commencée en une journée, parce que voilà, on n'avait pas eu le choix. Mais, et le but, ce serait de demander aux PG, donc aux assistants en gynéco de l'ULB, de suivre cette formation et d'évaluer avant et après la formation leur perception des violences gynéco-obstétricales pour voir si cette formation a un impact et si les assistants sont satisfaits et satisfaites de cette formation, en se disant que c'est un moyen de déjà mettre un peu un coup de pied dans la fourmilière et peut-être ouvrir la porte des formations et que ça devienne un peu institutionnalisé de former les médecins, former les étudiants et les sensibiliser au sujet des violences gynéco-obstétricales. Voilà. Merci beaucoup à Charlotte et à Eléa. Du coup, peut-être pour poursuivre, est-ce que Marie, tu voudrais prendre la parole? Donc Marie Kirsch, qui est donc psychologue en périnatalité à Saint-Luc. Moi, ce que j'avais envie de te poser comme question, c'était un petit peu comment est-ce que, en ayant parcouru, donc tu as aussi suivi, tu faisais partie du comité de pilotage, tu as suivi tout le processus, comment est-ce que toi, justement, tu peux, quel est ton regard, quel est ton point de vue par rapport à ce que ces ressources pourraient apporter, donc les outils pourraient apporter notamment en lien avec les écarts justement entre les perceptions, parce que c'est quelque chose qui revient fréquemment, donc la difficulté de se saisir du terme de violence obstétricale, c'est aussi lié à toute une culture médicale, à une vision spécifique, et on voit que là, il y a vraiment un écart entre ce qui est transmis, ce qui est porté par les mouvements féministes, et ce qui est compris, ce qui est accepté même, et la manière dont les équipes s'emparent en fait de ces questions. Voilà, toi qui as pu suivre le projet, comment est-ce que tu peux aujourd'hui, finalement, quel est ton regard par rapport à ce que cet outil peut apporter au sein d'une maternité, au sein d'un service? Alors, merci Charlotte, merci toute l'équipe de l'invitation. Donc, c'est vrai que moi, mon rôle, il est surtout auprès des femmes et des couples. Donc, je vois beaucoup de femmes et de couples avant la grossesse, pendant, et puis juste après l'accouchement, parfois même longtemps après les accouchements. Et donc,
c'est vrai qu'on voit de plus en plus que les soignants de première ligne repèrent des femmes qui évidemment sont pas contentes de la façon dont elles ont vécu leur grossesse et leur accouchement, mais d'autres aussi qui ont un malaise plus diffus et moins précis. Et donc c'est tout un rôle nouveau de pouvoir mettre des mots. Et vous êtes vraiment plusieurs à l'avoir déjà dit. Je trouve ça très important d'avoir rendu visible. Tu disais aussi, Charlotte, les mots ont un poids. C'est très symbolique de pouvoir nommer les choses vraiment. Donc pour ça, les femmes sont bien conscientisées de plus en plus maintenant. Et l'idée, en tout cas pour moi comme si, c'est de pouvoir déjà évidemment donner toute la parole à ces femmes et puis pouvoir refaire des liens avec les professionnels parce que c'est vraiment important qu'une femme puisse débriefer, alors si possible avec les soignants avec qui elle a été en contact et avec qui ça s'est pas toujours très bien passé, ou en tout cas avec des futurs soignants pour une autre grossesse, pour pouvoir vraiment bien préciser ce qui est important pour elle, pour son couple. Voilà, les débriefings avec les soignants concernés, on essaye d'en faire et c'est parfois vraiment très, très porteur, très instructif pour les soignants eux-mêmes, parce que vous l'avez dit, on n'est pas toujours conscient de ce qu'on véhicule, on n'est pas toujours conscient de ce qu'on provoque non plus. Certains travaillent depuis très longtemps et ont beaucoup d'expertise, mais aussi beaucoup de certitude, sans doute. Et parfois, en effet, ils sont pas conscients, certains ne sont pas conscients de ce qu'ils induisent ou de la façon dont on peut vivre certains actes. Donc, c'est important de faire des retours aux professionnels, comme si moi, je trouve ça vraiment important de pouvoir essayer de faire ces liens-là quand les femmes n'en sont pas capables de pouvoir le faire nous aussi. Euh, et puis d'autres fois, c'est parfois étonnant, un professionnel pense avoir été vraiment très inadéquat et en fait, la femme ou le couple a ressenti plutôt de la sécurité. Donc, c'est important de pouvoir avoir des exemples et je trouve que l'outil est très précieux pour ça parce qu'il y a beaucoup d'exemples cliniques et c'est pas toujours très simple pour certains soignants de voir de quoi on parle quand on a des concepts plus théoriques. Donc, les retours, les témoignages, les exemples, ça permet vraiment d'intégrer ce que ça veut dire ces mots-là, de les comprendre et de s'y ajuster après. Et alors, j'insisterai aussi sur une chose que plusieurs d'entre vous ont déjà dit, c'est que moi, je suis très sensible évidemment à ce que vivent les femmes et les couples, mais je suis aussi très sensible à ce que vivent mes collègues qui sont ultra pressés, ultra stressés. Qui sont très insatisfaits parfois de la façon dont ils peuvent fonctionner et qui viennent souvent en riant dire que c'est à eux d'avoir leur tour en consultation chez le psy parce que il y a beaucoup de souffrance dans les lieux de soins. Donc voilà, je crois que ça va être utile pour tout le monde de pouvoir se repérer mieux. Voilà, merci. Merci beaucoup, Marie, pour cette intervention très précieuse. Je crois que c'est un des objectifs, effectivement, recréer du lien, euh, nous permettre de peut-être regarder les choses autrement, quelle que soit la place où on se situe autour de la naissance, et aussi entendre les autres points de vue d'une manière peut-être moins crispée. Voilà. Alors du coup, je vais peut-être passer la parole à Céline. Donc Céline, on a trouvé, enfin, on est très très contente de t'avoir ici parce que on trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue au niveau de la formation. Et donc c'est vrai qu'en tant que maître de formation pratique, vous avez donc sage-femme, hein, vous avez un rôle assez intéressant et parfois peut-être aussi difficile, notamment voilà, en suivant et en accompagnant les étudiantes en stage. On sait que voilà, le métier de sage-femme, il y a toute une philosophie hein, de soins qui est très spécifique, qui n'est pas nécessairement celle du modèle biomédical dont on a parlé tout à l'heure, et que la question de la santé globale des femmes est quelque chose d'important dans ce métier. Et donc, je voulais savoir, voilà, on voulait te proposer, pardon, de prendre la parole autour de cette question et de quelque part, voilà, sur le terrain, dans le métier que tu fais, quels sont peut-être les problèmes, les soucis et à quel endroit, à quel moment un tel outil pourrait venir aider, en fait, faciliter les choses, voilà, au niveau de la formation et de ce lien entre théorie et pratique sur le terrain. Merci. Oui, merci Charlotte. C'est vrai que le lien finalement entre théorie et pratique, parce que donc du coup quand tu
tu m'as demandé ben, qu'est-ce qu'on fait en formation sage-femme finalement pour les VGO. Moi, je savais que je donnais mon cours d'introduction aux inégalités de genre où je voyais le consentement. Et je me suis dit, mais on n'a pas de cours spécifique finalement de VGO, donc j'ai été un peu fouillée chez mes collègues. Et finalement, les VGO sont vus tout au long de leurs 4 années. Donc, j'entendais Léa qui disait que voilà, en médecine, c'était vu par 1 heure, par-ci, par-là. Ici, elles ont vraiment dès les cours de première en droit, mais en éthique, en bioéthique, en déontologie, les VGO sont déjà abordés, mais aussi dans des cours plus pratiques où elles vont, par exemple, se questionner quand faire un toucher vaginal, quand est-ce que c'est utile, quand est-ce que c'est le bon moment. Tout ce qui est aussi l'empowerment, hein, comment informer les femmes de leurs droits, tout ce rapport de partage de pouvoir et de connaissances. Donc, elles ont vraiment un bagage dès le départ. Elles ont des cours de corporalité aussi par rapport à l'intime, à leur rapport à leur propre corps et comment finalement aborder le corps de l'autre avec leur vécu personnel. Donc on essaye vraiment pendant 4 années finalement de les sensibiliser et de pas en faire un cours finalement en béant et puis on n'en parle plus. Mais du coup, elles se retrouvent en stage, je trouve, avec une grande sensibilisation. Et là, c'est là que les difficultés arrivent pour elles parce que finalement, ben, on a beaucoup parlé du cristalaire, par exemple, et j'ai encore une étudiante là qui est en stage maintenant et qui a encore vu un cristalaire cette semaine. Et, euh, et de se dire, ben voilà, on sait que c'est interdit. Quelle est ma place de l'étudiante par rapport à ça aussi? Donc, elle a, je trouve, bien réagi parce que finalement, elle a demandé à la sage-femme, mais en fait, c'est pas interdit un cristalaire. Et donc, une sage-femme a un peu noyé le poisson, mais une autre sage-femme lui a dit, mais si, c'est interdit. Il n'y avait pas besoin de faire un cristalaire. Après, ben, je vous dirai pas tout ce qui s'est passé après, mais et en fait, elles n'ont pas facile et ça manquait en fait d'outils. Et donc, nous, on s'est formé certaines comme enseignantes sage-femme pour avoir cet outil. Maintenant, il faut savoir que la place des étudiantes, c'est vraiment le bas de l'échelle dans l'étudiante sage-femme, elle est dans le bas de l'échelle à l'hôpital. Et, euh, et aussi, il y a vraiment, comme Eléa en parlait, de la pression hiérarchique parce que évidemment le gynéco par rapport à l'étudiant de sage-femme, c'est pas toujours facile de se positionner. Maintenant, je pense que l'outil, si on forme les équipes, va être très utile et je pense que si quand même nos étudiantes et nous en tant que maîtres de formation pratique, on arrive avec cet outil, ça pourra permettre quand même de rentrer en dialogue et voilà. Mais c'est vrai que nous aussi, en tant que maîtres de formation pratique, c'est pas facile parce qu'on fait pas partie de l'équipe. Et donc, niveau intégration, c'est pas toujours simple. Et donc, après, au fil du temps, ils nous connaissent, mais on a une place pas facile parce qu'on a l'idéal, ce qu'on a envie d'inculquer aux étudiantes. Et puis finalement, on vient les voir et elles nous disent, mais on vous apprend ça, mais c'est pas ça qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait? Et ça, c'est vrai qu'elle le dit souvent, il manque de qu'est-ce qu'on fait quand on est face à ça. Alors bien sûr que quand on les voit en stage, on va reprendre sous forme de questions éthiques finalement une difficulté de stage. On repart de ce que la patiente a ressenti, a pu vivre, mais aussi elle en tant qu'étudiante sage-femme pourquoi finalement le gynécologue agit comme ça et pourquoi la sage-femme s'est tue. Parce que là, je reviens sur Marie. Et c'est vrai, c'est que il faut pas croire, on est parfois finalement en tant que sage-femme complice, mais on n'a pas envie et on le vit très mal. Mais c'est difficile d'enlever la main d'un gynécologue qui veut faire quelque chose. Et encore plus, j'imagine pas la difficulté de l'étudiante donc, il y a ça et on revient aussi beaucoup avec elle, avec les groupes de parole et parfois mes collègues sont étonnés de ce que les étudiants peuvent ramener, comme témoignage et de la violence qu'elles subissent, mais aussi que les femmes subissent. Donc je pense que cet outil va être utile, mais il sera utile si on sensibilise aussi les équipes parce que c'est difficile à notre échelon de pouvoir, faire changer les choses et donc voilà. Merci, merci Céline. Effectivement, tu le dis, hein, ça sera pas, voilà, c'est pas une recette miracle. Il n'y a pas de solution miracle de toute façon. C'est vraiment la manière dont les équipes, dont le personnel et les personnes concernées vont se saisir en fait, hein, et on espère qu'ils se saisiront de cette opportunité pour réfléchir ensemble collectivement. Du coup, je vais inviter Steven, qui déjà travaille justement dans cette dynamique-là avec des équipes
pour réfléchir ensemble, pour animer ces discussions. Est-ce que Steven, tu as quelque chose que tu veux nous partager par rapport à ça? Voilà, dans ce contexte dans lequel tu es toi, par rapport à certaines notions. Voilà. Ouais, moi, je vais faire court, comme ça il y aura du temps pour les questions. Donc, je répondrai peut-être juste à ça. Donc moi, je suis médecin avorteur en planning familial et je suis aussi, je co-organise des formations sur les VGO et j'ai pu donner à des étudiants de médecine ou aussi à des jeunes médecins déjà formés. Et en tout cas, je vais dire que j'ai l'impression qu'il y a une grosse demande d'avoir des endroits, des espaces pour discuter de sa pratique collectivement. Donc pas juste avec un ou une professionnelle, mais vraiment collectivement, d'avoir ces partages. Ça refait écho aussi à des choses qui ont été vues en tant qu'étudiant, étudiant. Donc tous des témoins, tous les moments où on n'a pas pu, on a vu, mais on n'a pas pu réagir, reviennent à ce moment-là. Et, euh, et j'ai l'impression que des notions simples comme le consentement libre et éclairé, enfin, qui paraissent simples, sont vraiment pas apprises sur le terrain du tout. Donc, il y a vraiment une grosse différence là-dessus, ou en tout cas, moi, j'ai appris ça comme ça. Et quand je vois les discussions qu'on a, c'est la personne rentre par la porte, elle a accepté tout ce qu'on va faire, juste si on lui explique, ça va. En résumé, il n'y a pas du tout ce déclic de chaque acte doit être vraiment avoir un consentement libre, éclairé, et pourtant, c'est pas si compliqué à faire. Et je voudrais apporter ça, et ça c'est en formation aussi que je l'apporte, c'est que euh, s'améliorer là-dessus, que ce soit dans faire des retours à des collègues quand on a vu quelque chose, on a eu le témoignage d'une patiente qui parle d'un ou d'une collègue, ou même de changer sa propre pratique, ça amène vraiment du positif et ça enlève de la lourdeur plutôt qu'en apporter. Je pense vraiment qu'on se sent mieux en fait dans sa pratique en changeant certaines choses comme ça. Euh, et voilà, je vais m'arrêter là pour qu'on puisse passer aux questions. Merci beaucoup, Steven. On va partager du coup les questions qui ont été posées. Est-ce que, Elena, tu veux les partager ou est-ce que... Enfin, moi, je les ai aussi sous les yeux, hein. Ouais? Ok. Du coup, on avait une question de Laure qui parle du terme violence obstétricale, qui apparemment crispe de moins en moins les professionnels de santé, notamment les gynécologues. Elle demande comment expliquer justement qu'au niveau de la Flandre, l'ordre professionnel de gynéco a décidé de bannir le mot violence obstétricale et parle plutôt, du coup, si je traduis bien, d'engagement pour des soins de maternité respectueux. On a déjà une réponse en partie d'Hélène en commentaire. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut réagir. Euh, oui, peut-être, Hélène, tu veux nous partager ta réponse oralement? Oui. Vous m'entendez? Ça Oui. fonctionne? Oui. Donc oui, j'ai mis quelques infos dans le chat parce que c'est vrai qu'en réalité, donc moi je travaille spécifiquement sur cette histoire de résistance au terme de la violence obstétricale. C'est mon sujet de mémoire. Mais donc on observe, moi je dirais qu'il y a plusieurs choses. Il y a des résistances déjà générationnelles. Je pense que la jeune génération de gynécologues a été beaucoup plus socialisée finalement à ce terme de violence obstétricale parce que le terme s'est diffusé largement dans les médias, dans la société civile et que finalement les étudiants aujourd'hui en médecine et les personnes qui sont en spécialisation ou les personnes qui viennent d'être diplômées elles n'ont pas évolué dans le même environnement que les gynécologues obstétriciens plus âgés, pour qui c'est probablement plus difficile, même s'il y a des gens qui saisissent le train en marche, mais il y a quelque chose de l'ordre de générationnel. Et puis au sein des pays, même en Europe, on a vraiment voilà, des approches différentes. Il y a certaines organisations professionnelles qui sont plus ou moins dans la résistance. Et on a voilà, une organisation, en l'occurrence de gynécologues obstétriciens en Catalogne, qui est la seule organisation au monde à avoir fait une déclaration officielle, contrairement aux sages-femmes qui sont nombreuses, les organisations qui l'ont reconnue. Et en Belgique, on sait que ça crispe plus du côté flamand. J'ai pas d'explication sociologique par rapport à ça, mais je suppose qu'il y a aussi une certaine vision de la médecine qui peut être plus paternaliste dans certains endroits que dans d'autres. Et dans les endroits où le paternalisme médical est plus important, plus ancré, c'est là où on a le plus de réactions, voilà, de réactions difficiles autour du terme.
Je propose que plutôt que de lever la main, vous posiez votre question sur le chat, parce que sinon ça va être compliqué de terminer à l'heure. Donc la seconde question qui avait été posée, je pense que ça concernait la traduction. Est-ce que je peux peut-être prendre la parole sur ce sujet? Donc en fait, effectivement, il y a plusieurs demandes de traduction vers le néerlandais. C'est quelque chose qui est envisagé à l'heure actuelle, mais c'est vrai on va seulement, enfin, on imprime seulement et on va seulement diffuser la version francophone. Il faut savoir que nous, on considère qu'en fait, il y a vraiment des questions culturelles, de spécificité culturelle. C'est pas seulement la langue, en fait, c'est vraiment aussi une manière d'exercer le métier, une manière de former qui est peut-être aussi différente en fonction, voilà, du nord, enfin de la région. Et donc, voilà, ces questions, on est en train de se les poser. On espère pouvoir discuter avec Sensoa, notamment, par rapport à la manière dont voilà, le flag system a été conçu et comment est-ce qu'il pourrait être traduit. Euh, voilà. Est-ce que, il y avait une autre question? Le partage du PowerPoint, je pense que ce sera fait. Euh, oui, l'enregistrement sera donc disponible. Je vois qu'il y a une question au sujet du spéculum, des alternatives au spéculum. Je ne sais pas si, Charline, tu as envie de répondre brièvement à ça, vraiment une minute, parce qu'après, on va devoir passer aux informations pratiques, malheureusement. Je sais que c'est là où ça devient très frustrant, parce qu'on rentre dans le vif du sujet, mais on espère qu'on aura d'autres occasions. On vous en parlera d'ailleurs, on a déjà d'autres occasions pour continuer à discuter et à échanger autour de cet outil. Charline, si tu es toujours présente, est-ce que tu Ouais. veux... Ouais. En un mot, moi j'ai entendu parler un projet qui s'appelle Lilium, Lilium. Et donc ce serait un spéculum, mais il n'est pas encore vraiment sorti, mais il est en cours de création. Et c'est un spéculum beaucoup plus rond et en plastique souple. Merci, Charline. Je pense qu'on peut du coup passer aux questions pratiques. Il y avait des choses, je pense, qui ont été mentionnées, mais je ne les vois plus. On parle... Ah oui, juste peut-être Pierre Bindels qui évoque la question des anesthésistes. Donc, les conditions optimales et la sécurité est violente. Absolument. Je pense que c'est vraiment dans cette idée-là aussi qu'on a rédigé le livre, le manuel, et c'est de aussi parler justement de l'aspect structurel et institutionnel, en fait, qui fait que finalement, les soignants sont eux-mêmes pris au piège, en fait, finalement, d'une institution qui n'offre pas les conditions, en fait. Quand il y a trop peu de ressources humaines pour gérer voilà, ce qui se passe dans la salle d'accouchement, quand ben, les anesthésistes ne peuvent pas être présents, quand il y a trop de pression, eh ben, tout le monde finalement voilà, est perdant dans ce jeu. Et donc, merci de le mentionner. Alors, peut-être, est-ce qu'on peut passer maintenant? Je passe la parole à Julia qui va donc revenir sur les infos pratiques. Merci. Voilà, me revoici du coup pour clôturer le webinaire. Bravo à tous et toutes, on a réussi à clôturer tout ça dans les temps ou presque. Donc là, on va vous passer les petites infos pratiques pour la suite. Donc la première info, restez bien jusqu'au bout parce qu'on aura besoin de vous aussi, je vous l'expliquerai d'ici quelques minutes. Mais donc la première info très importante, c'est qu'à partir de maintenant, le manuel Je vois, j'agis est disponible sur les sites des 3 associations donc, partenaires sur ce projet. Donc en version téléchargeable gratuitement donc, sur les sites et version papier commandable via le lien sur lequel vous ne pouvez pas cliquer actuellement, mais on vous enverra le PowerPoint, ou le QR code que vous voyez à l'écran que vous pouvez scanner. Tout ça se retrouve aussi via le site des associations, donc vous retomberez dessus d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc ça c'est à partir d'aujourd'hui. Ensuite, on voulait vous parler donc de la formation qu'on a évoquée en début de webinaire, pour laquelle la prochaine date est déjà fixée. Daniela, si tu peux passer la slide, comme ça on voit les dates. Donc vous pouvez dès maintenant merci, vous inscrire via le QR code qui s'affiche ici
Également, on le renverra à toutes les personnes qui étaient inscrites à ce webinaire par mail. Enfin, les infos principales vous seront renvoyées. Donc, pareil, si vous n'avez pas le temps de le scanner et d'arriver sur le lien maintenant, ce n'est pas grave. Donc, c'est la formation qui est destinée aux professionnels du secteur de la périnatalité, qui se passe sur 2 jours. Et voilà, la prochaine date, c'est le 6 et le 13 mars. Ensuite, on voulait également vous parler du prochain rendez-vous en présentiel qui se déroulera le 2 décembre 2025, donc d'ici 2 mois, de 16h à 19h30, donc sur le campus de l'ALMA de l'école Vinci. Donc ce salon s'appelle Tools for Care et en fait, va tourner autour de la santé sexuelle et reproductive et présenter des outils issus de différentes associations qui traitent voilà, du sujet de soins plus respectueux, etc. Donc, vous pouvez voir que les ateliers varient en termes de thématiques. Donc, on a les droits des patients, les relations de soins, le consentement, etc. Et du coup, les 3 associations partenaires sur ce projet, donc Garance, la PCNR et Femmes et Santé, seront présentes à ce salon pour présenter cet outil. Donc, ce sera l'occasion pour vous de le tester, de le voir en vrai si vous ne l'avez pas encore commandé en papier et de l'appréhender à travers du coup ces ateliers. Donc, voilà, vous êtes les bienvenus. Le lien d'inscription est également accessible via ce QR code ou via le site du CERE. Donc, vous voyez, c'est une des associations partenaires de la coalition Genre et Santé qui organise ce salon. Et enfin, promis, c'est la dernière slide. On a besoin de vous pour nous aider à nous améliorer sur ce genre d'événement. Donc, si vous pouvez prendre vraiment 2 minutes pour remplir notre petit formulaire d'évaluation du webinaire et aussi recueillir un petit peu vos impressions, ce serait vraiment super. Donc, je vous laisse aussi quelques minutes pour scanner ce QR code. On voulait vous remercier pour votre présence aujourd'hui parce que vous étiez quand même nombreux et nombreuses. Et on a encore d'autres remerciements plus spécifiques à faire. Je passe une dernière fois. Charlotte, et puis on clôture. Merci beaucoup. Oui, moi je tenais encore une fois à remercier tous ceux qui ont permis à ce guide de voir le jour. Donc il y a vraiment, je crois, au moins 100 personnes qui ont participé de près ou de loin, ne serait-ce que par une relecture des conseils. Enfin, il y a énormément de vignettes. J'ai dit, au départ, on en avait 30 qui n'ont pas été travaillées, voilà, parce que c'est un gros travail. Mais on espère pouvoir aller plus loin dans ce travail. Et du coup, je vous remercie, vous aussi, de la manière dont vous allez pouvoir, voilà, vous emparer de cet ouvrage, éventuellement le diffuser. Je rebondis du coup à la question de Juliette qui demandait dans quelle mesure les personnes formées pourraient ensuite s'emparer du manuel et former à leur tour leurs collègues et leurs pairs. C'est vraiment l'idée, hein. On a aussi concrétisé dans les recommandations qu'on espère qui passeront au niveau du GT de l'ARES, donc l'Académie Recherche et Enseignement Supérieur, c'est qu'il y ait par exemple un référent, une référente Flag System dans chaque hôpital. Donc ce sont des idées sur lesquelles on travaille avec évidemment tout le personnel, voilà, toutes les personnes, ce sont aussi des professionnels de santé qui font partie de ces groupes de travail. On est très heureux. Et merci aussi Clotilde pour cette remarque. Je crois vraiment qu'effectivement, le fait d'être optimiste et d'encourager voilà, tous les échanges positifs pourront nous aider voilà, à mettre un terme à ces violences obstétricales. Merci et à bientôt le 2, j'espère. Au revoir.